Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 14. Se faire une scène. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Écrire un récit, c'est long, surtout si vous écrivez une décalogie, mais un roman ou même une nouvelle, et on ne peut évidemment, à part dans de très rares situations, écrire et tout créer d'un seul tenant. Parfois, l'abysse, l'étendue non défrichée qui s'étend devant nous au moment de l'écriture peut être anxiogène. Découper un projet extrêmement vaste en unités plus petites, plus gérables, peut parfois aider, notamment lorsqu'on est sur un projet à long terme. On peut éventuellement appeler ça la scène, mais est-ce que cette notion est bien réelle? Peut-elle aider? Y a-t-il une façon de prendre une histoire et de découper ce récit en étapes d'une progression narrative au titre de l'analyse, mais surtout ce qui nous intéresse, au titre de l'écriture? Est-ce que la notion de scène existe et qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'un roman se divise en plus ou moins grosses parties, on va dire, qu'on peut peut-être subdiviser. Ça peut se diviser en parties, qui seraient l'équivalent des actes dans le théâtre classique, qui eux-mêmes se divisent en chapitres, dont, alors là, pour le coup, il n'y a pas de logique interne. Ça peut être juste permettre de finir sur un cliffhanger ou ce genre de choses, ou donc ça peut être totalement arbitraire. En dessous, on trouve la scène, qui est une unité de texte, mais de ce qu'on veut, en fait. C'est justement l'auteur qui va décider de la nature de la scène, pour le coup. Et la scène elle-même, on peut peut-être la diviser en séquences, qui est l'équivalent d'un plan au cinéma, c'est-à-dire ou un changement de plan au cinéma. Et on peut peut-être descendre jusqu'à la phrase, voire au mot. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme en physique nucléaire, si on commence à chercher les particules élémentaires, on peut descendre très bas en réalité. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de scènes, mais on peut assimiler une scène à une action, par exemple. Donc on va avoir, par exemple, une scène de combat ou une scène de dispute. Donc là, c'est clairement identifié, et on va pouvoir éventuellement en faire un chapitre, ou la diviser dans une section, c'est-à-dire faire un saut de paragraphe, par exemple, pour la séparer du reste du texte. Ou pas, d'ailleurs. Ça va être après le lecteur qui va décider que c'est une scène. On peut décider qu'une scène s'organise autour d'un thème, par exemple l'enfance d'un personnage, ou juste une unité d'éléments du récit, un épisode ou un obstacle qui va surgir devant le héros, qui va devoir et donc ça va faire une scène. Donc là, c'est très classique parce que du coup, on est dans les catégories du récit qu'on a déjà vu dans un épisode précédent. Donc on est dans une unité d'éléments de récit. Donc là, à ce moment-là, le lieu, le temps, le nombre de personnages va rentrer en compte. J'approche la notion différemment. Pour moi, une scène est forcément... C'est effectivement, c'est une histoire en miniature, en fait. Et si je reprends ma définition personnelle de l'histoire, c'est quelqu'un qui veut quelque chose et c'est compliqué. C'est le fait que ce soit compliqué qui vaut la peine de raconter. C'est un point d'intérêt de l'histoire, quelque part, qui vaut la peine d'être narré et pas juste résumé. Une bonne scène, pour moi, sert plusieurs rôles. Elle va permettre de aussi montrer les personnages par l'exemple. Et ça va être des points importants, des tournants du récit. Donc pour moi, dans une scène, il y a toujours l'idée d'évolution de l'histoire. C'est effectivement un peu la brique atomique, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir une progression narrative. C'est pas forcément un virage radical, mais il y a quelque chose qui va changer. Et aussi, il y a une notion de conflit derrière. Et la notion de conflit, c'est peut-être un épisode à part entière, mais la notion de conflit, c'est pas nécessairement une scène d'action où A veut casser la figure A, B. Il y a un enjeu et une incertitude sur l'issue du conflit dont on dit question. Un conflit, ça peut être une demande en mariage. Et le conflit devient, oh mon Dieu, j'espère qu'elle va dire oui, comment est-ce que je vais organiser ça? Et on a fait ça sur un bateau, et il pleut, et en fait c'est raté, est-ce qu'elle va être d'accord? Cette idée de tension narrative, plus de virage, pour moi, c'est la brique qui représente la scène. D'accord. Alors moi, je suis pas tout à fait dans cette même optique, pour le coup. On verra après avec Mélanie, parce qu'elle a peut-être une autre... j'ai pas... En fait, je m'aperçois que je suis d'accord avec vous deux sur un certain nombre d'éléments. Après, j'ai beaucoup de mal à porter une définition personnelle, parce que je me suis aperçue en préparant l'épisode que je réfléchis pas tellement à la notion de scène, qui est quelque chose d'assez instinctif, je vais dire. Je sais assez spontanément comment une scène va se construire à l'intérieur d'un texte. Parler de brique du récit, c'est peut-être davantage une brique du roman, en tout cas de manière beaucoup plus importante, que dans une nouvelle qui peut, dans l'absolu, être constituée, dans certains cas extrêmes, d'une seule scène. Dans une nouvelle, on a tout à fait la possibilité d'avoir une seule scène avec peut-être différentes séquences. J'ai une nouvelle qui s'appelle Élégie, qui est un monologue d'un personnage avec une unité de temps, de lieu, etc., avec des allers-retours dans les souvenirs du personnage, donc différentes séquences. Mais pour moi, c'est une seule scène.
Donc je pense que c'est davantage constitutif du roman. Quand je me suis intéressée au roman, j'ai fait ce découpage en scène de manière un peu mécanique et un peu forcée, donc j'ai pas nécessairement de recul sur la façon dont ça fonctionne. Mais je suis d'accord en réalité avec vos deux définitions. Moi j'ai l'impression, c'est pour ça que je suis pas tout à fait... je suis d'accord avec toi dans le sens où ça peut être une unité d'éléments narratifs, donc effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire un moment charnière, quelque chose qui va faire avancer le récit, mais pas toujours. C'est pour ça que pour moi une scène c'est plus une unité d'écriture qu'une unité narrative. Et dans l'unité d'écriture, ou de lecture du coup, c'est qu'est-ce qui sort de la scène. Et en fait pour moi une scène c'est n'importe quoi avec quelque chose de saillant dedans. C'est quelque chose dont on va se souvenir. Et pour moi, c'est type, par exemple, la scène de la douche dans Psychose. Oui. Même si c'est un élément narratif, c'est pas qu'un élément narratif, c'est de l'image avant tout. Et c'est ce dont on se souvient, moi je trouve. Il y a une forme d'identité dans une scène. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui a une identité presque graphique, j'allais dire. Alors, c'est quelque chose qui va résonner dans l'imagination, et c'est autour de ça que va s'organiser une scène, en réalité. Alors, ça peut être quelque chose qu'on va interpréter comme un truc narratif, parce que ça va être un truc narratif, mais pas forcément. Ça peut être, tout à coup, un personnage va se révéler comme personnage. C'est pas quelque chose de narratif, en fait, en réalité. Mais c'est quelque chose de, tout à coup, ce personnage qui n'était pas intéressant, tout à coup, il se met à dire des trucs intéressants, et sinon, on va se souvenir de la scène pour ça, pour ce qu'il va dire. Et même si c'est pas intéressant pour l'histoire, on s'en fiche. C'est sa scène. Ça peut être utilisé pour aérer entre deux scènes qui sont plus denses, je dirais, narrativement, mais en même temps, on apporte toujours un élément. Pour moi, une scène, quelle qu'elle soit, même si elle sert justement à créer une respiration, doit toujours apporter un élément qui fait avancer le personnage ou l'intrigue ou qui apporte, je sais pas, un élément d'humour ou autre, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau. Je suis tout à fait d'accord, en fait. C'est vrai que je suis parti sur vraiment l'aspect purement mécanique de la narration, mais si une scène ne fait que ça, elle fait pas assez de boulot, quelque part. Tout doit être polysémique dans la littérature, à mon sens. Parce que c'est là que on a la complexité et la profondeur qui fait le plaisir de la littérature, justement. Donc même une scène de baston la plus basique doit, à travers la manière dont les personnages réagissent, dont ça s'organise, dire plus que juste ce qui se passe. Et c'est là que se trouve aussi la portée du récit. Je suis parti vraiment sur l'aspect purement mécanique du truc. Mais c'est peut-être pour ça qu'on dit que une scène doit avoir un début, un milieu, une fin. C'est qu'en fait, une scène, elle doit accomplir quelque chose. C'est une manière de le dire. Tout à fait. Et cet accomplissement, il peut être quelque chose de pas narratif. Pas forcément narratif. Ouais. Moi, je place vraiment le substantifique moelle de la scène à faire progresser l'histoire. Et c'est pas forcément une progression délirante. Et la progression peut être par l'illustration. Par exemple, je pense à cet exemple-là parce qu'il m'est resté, mais dans le bouquin d'Elisabeth George, Mes secrets d'écrivain, ma mémoire me joue peut-être des tours, donc peut-être que je réinvente le truc, mais sur mon souvenir, c'est dont elle parle, il y a deux personnages, et où leur couple, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que, voilà, il y en a un qui enquête sur une affaire qui est un peu dure et tout, et aussi, elle parle de la relation de son personnage avec conjointe, je sais plus, qui enquête, et la femme est enceinte, et il peigne la chambre du bébé. Et le fait de faire ça montre, et permet d'illustrer, le fait que c'est pas forcément super facile entre eux, à travers quelque chose qui est super fort quand même. Et ça, pour moi, c'est une scène forte. Mais alors, il n'y a pas effectivement un changement ou un virage radical, mais ça dit quelque chose. Voilà, c'est saillant, comme tu disais, mais ça fait évoluer l'histoire en un sens où ça nous montre. C'est pas juste, nous montre pas juste ça pour dire tiens, pendant ce temps à Veracruz, voilà ce qui se passe. Ça nous montre ça parce que ça a un sens narratif et ça va dans l'évolution de l'histoire et de tout ce qui environne ce personnage-là. C'est en ce sens-là que pour moi il y a ce point d'évolution de l'histoire. Et en même temps, par exemple, on a des sortes d'antiscènes, on peut dire, dans Ghost in the Shell, le film. Oui. Où on a le film d'animation, le film d'animation, le premier, et il y en a aussi dans le deuxième film d'ailleurs. Voilà, mais dans le premier film d'animation, il y a des scènes vides, sans personnage du tout, qui sont des scènes contemplatives. On voit des vues de la ville. C'est une scène. À chaque fois, c'est une scène. Il n'y a pas d'histoire, il y a même pas de personnage dedans. Et pourtant, c'est une scène. Mais il y a et ça ne fait pas avancer l'histoire. Je pourrais arguer, mais c'est parce que c'est peut-être moi qui vois midi à ma porte avec mes outils, je pourrais arguer qu'il y a de la tension et qu'il y a une évolution dans cette scène. Parce qu'elle se conclut. En fait, on voit Motoko Kusanagi qui dérive à travers la ville, et il y a des images très fortes. En fait, toute la scène parle de l'évolution de l'humanité, du transhumanisme et de la déshumanisation des corps. Puisqu'on voit des mannequins dans les vitrines, voilà. On voit un vol d'oiseau, puis après c'est un avion. Passe au-dessus de la ville, elle voit des modèles qui lui ressemblent, et tout ça est fait sans parole, mais il y a la tension, on sent le conflit du personnage en se demandant suis-je réel, suis-je mécanique. Et elles finissent par se dissoudre, elles-mêmes dans la scène d'ailleurs, parce que des fois on peut ne pas la voir. Oui, complètement. Ça reflète, un peu comme l'exemple d'Elisabeth George,
narrativement c'est très fort. Il y a un discours dans l'évolution, si je reste sur la mécanique du récit, dans l'évolution du récit du personnage qui est super fort, et il y a une tension narrative. On sent, alors que c'est juste une promenade avec la musique, on sent presque le mal-être et le questionnement de Mais c'est intéressant, parce qu'il ne se passe rien. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de dialogue, il ne se passe rien, il n'y a pas d'interaction, mais c'est porteur de sens et ça suffit. Complètement. Mais alors, la tension narrative et l'évolution du récit sont pas forcément ce qui paraît contre-intuitif, mais on pourra en parler, c'est pas nécessairement lié au fait qu'il se passe quelque chose, en fait. Tout à fait. On peut avoir des scènes qui sont trompeuses. En vous écoutant définir tout à l'heure, je pensais à une scène, je l'ai peut-être déjà citée dans un épisode, c'est dans le deuxième Harry Potter. On a une scène qui m'a énormément marqué, qui est un dialogue entre les personnages où on apprend que dans ce collège en fait pour sorciers où il y a tout un tas de fantômes et autres, dans les toilettes des filles, il y a un fantôme. Sur le moment, on se dit c'est rigolo, c'est un petit élément qui pose l'univers, ça développe, etc. Et arrivé à la fin du récit, on s'aperçoit que ce fantôme des toilettes des filles est un élément crucial de l'intrigue, parce que le moment où cette jeune fille a été tuée, il s'est passé quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que je trouvais absolument brillant. On donne l'impression qu'on a une respiration, un élément humoristique, etc. Et en réalité, on est en train de faire un bond de géant à l'intrigue. On peut avoir différentes fonctions qui se mélangent de manière un petit peu discrète. D'où l'importance à nouveau de la polysémie de la scène. Le prendre vraiment comme un bloc narratif de base, ça revient à mettre que le squelette d'une histoire. Il manque tout ce qui lui fait son sel, c'est-à-dire personnage, décor, etc. Mais en tout cas, concrètement, moi personnellement, les scènes, j'essaie de les circonscrire dans des chapitres, en fait, quand même, parce que ça me permet d'avoir une sorte d'unité d'écriture au moment où je l'écris. C'est-à-dire que quand je commence à écrire une scène, j'essaie de l'écrire d'un seul tenant pour garder l'espèce de dynamique d'écriture. Je m'interromps jamais tant que j'ai pas terminé ma scène. En général, quand j'arrête d'écrire pour passer à autre chose ou quand j'ai une nouvelle à écrire, je ne m'interromprai jamais au milieu d'une scène, par exemple. En revanche, une fois que j'ai terminé mon chapitre, je peux faire autre chose. Il y a cette idée aussi d'être immergé dans quelque chose. Une scène, c'est quelque chose c'est réellement son unité d'immersion, en fait. Voilà. Je dirais que c'est une sorte c'est réellement un bloc. C'est pour ça que c'est rare. En général, j'ai une scène par chapitre ou 2 ou 3 scènes par chapitre. Mais pas davantage, en fait. Oui. Je sais pas vous, d'ailleurs. C'est un peu... Alors, en ce moment, j'ai des scènes qui peuvent atteindre 30, 40 000 signes, qui sont des chapitres qui en font parfois 50, 60. C'est-à-dire, des 30, 40 pages. Donc, les scènes peuvent être très grandes. Donc là, j'ai pas forcément le choix, ne serait-ce que matériellement. À un moment, il faut que je m'alimente et que je dorme. Sinon, il n'y a plus de livres. Donc, mais idéalement, oui, alors, dans ce cas-là, moi, je m'arrêterai à ce qu'on disait tout à l'heure, je m'arrête à la fin de la séquence, pour le coup. Changement de lieu, s'il y a lieu, etc. Mais oui, idéalement, si je pouvais, c'est un seul et même élan. C'est ce qu'on disait, c'est une unité de narration, quoi. Rien à ajouter sur ça. Eh bien, nous arrivons à la fin du temps imparti. On a une citation de Robert Towne qui dit « La plupart des scènes parlent rarement de leur sujet. On s'aperçoit vite qu'il est puissant d'aborder une situation par la bande ou par l'allusion, car rares sont les gens qui se confrontent aux choses de manière frontale. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.